Voici aujourd'hui une histoire que vous ne manquerez pas d'oublier, car cette affaire est dérangeante, surprenante, mais aussi très malsaine. Et honnêtement, je n'avais jamais vu ça auparavant. Le 18 juin 2004, peu après l'aube, le département du shérif du comté de Burnett et les pompiers locaux du Texas répondent à un appel concernant un incendie de voiture. À l'intérieur, un corps complètement carbonisé. Celui de Clay Daniels, ils en sont persuadés. Alors pourquoi est-ce que tout ce qui entoure la voiture est si étrange? Et si ce n'était pas lui dans la voiture? Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va très bien, merci de demander. On se retrouve pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour, je suis Nathalie Cat. J'étudie la criminologie car cela me passionne. Alors si ça t'intéresse, ça ne mange pas de pain de t'abonner et ça me ferait très plaisir. Et sinon, Poupie te mangera car elle est cannibale et c'est pas nouveau. Je traite une affaire inédite dans le YouTube francophone une fois par semaine et cette histoire était une suggestion d'une abonnée que je remercie énormément. Alors rejoins-nous pour ne manquer aucune affaire, tout simplement. Et au fait, merci beaucoup pour les messages de bon anniversaire, que ce soit ici ou sur Instagram. J'en profite pour mettre mes comptes TikTok et Instagram si je te manque entre deux vidéos. Mais je te laisse avec un semi-générique. Linder, Texas. Plus de 40 000 habitants. Le 18 juin 2004 à l'aube, une voiture est en feu, une Chevrolet Cavalier. Un automobiliste appelle le 911 et lorsque les pompiers arrivent, il n'y a plus d'espoir. La voiture est complètement brûlée et les pneus ont même fondu. La voiture n'était pas vide car il y avait un corps, mais impossible de déterminer si c'était un homme ou une femme. La police examine alors la plaque d'immatriculation et remonte jusqu'à Molly et Clay Daniels. En se rendant à leur domicile, ils trouvent une femme et deux petits-enfants de 4 et 1 an. La police demande à Molly si son mari de 24 ans était à la maison et s'il avait pris la voiture. Elle rétorque qu'elle ne savait pas où se trouvait son mari, mais qu'il devait rentrer bientôt. La police informe donc Molly que son mari était décédé dans un accident de voiture. Même si l'identification avait été difficile, ils avaient retrouvé le collier de Clay, son stylo Harley-Davidson, ses chaussures, son chapeau, tout concordait, du moins en apparence. Clay était un mécanicien sans emploi, et ce jeune homme n'était pas n'importe qui, car ce n'était pas le plus respectueux et irréprochable des hommes. À ses funérailles, son meilleur ami révèle par exemple qu'il avait été condamné pour agression CEL sur sa cousine âgée de 7 ans, alors qu'il était lui-même âgé de 16 ans. La pauvre petite victime avait mis du temps à parler et révéler ses effroyables sévices, alors que Clay n'avait été condamné que des années plus tard, 8 pour être exact. Clay plaide coupable et notre citoyen modèle, c'est ironique, est autorisé à vivre hors de la prison tout en devant voir un officier de probation. Oui, il fallait bien réglementer quelque chose, mais Clay, de façon surprenante, ne verra jamais cet officier, ce qui lui vaut, attention, 30 jours d'emprisonnement. Le père de la fillette que Clay a abusée est scandalisé. Il souhaite que l'agresseur de sa fille soit jeté hors de la ville, tant il a été si peu puni pour ce qu'il a fait. On imagine que la communauté de la ville fut alors enchantée d'apprendre sa mort. Molly se retrouvait veuve à l'âge de 21 ans avec 2 enfants en bas âge. Elle était réceptionniste et gagnait peu d'argent, donc ses collègues, soucieux de son bien-être, la fournissent en nourriture et bientôt, Molly reçoit des dons d'argent. Elle a même l'aide d'une babysitter à un prix moindre. Mais tout devient étrange lorsque Molly commence à dire à tout le monde qu'elle avait un nouveau copain. Ton mari vient de mourir dans des circonstances tragiques et toi tu te vantes d'avoir un nouveau compagnon. Étrange. Et ce n'était pas la seule chose qui clochait. Elle avait aussi un nouveau compte en banque où elle avait reçu 100 000 $ d'assurance vie de Clay. Les amis de Molly s'inquiètent et vont immédiatement contacter la police à ce sujet. L'affaire est donc réouverte.
La police s'interroge donc sur les récents événements, mais surtout sur le timing. Clay était mort juste avant son obligation de faire 30 jours d'emprisonnement. De plus, le corps qu'ils avaient identifié comme celui de Clay était assez suspect. Il y avait, c'est vrai, les effets personnels du jeune homme, mais il était impossible de déterminer avec exactitude que c'était bien lui. Il prélève l'os de la hanche pour comparer son ADN avec celui de sa mère, Lori, mais il savait que les analyses prendraient trop de temps, des mois même, tant le corps était endommagé. La police approfondit alors l'enquête en examinant la route qui avait été empruntée par la Chevrolet avant l'accident. Il s'est avéré que la route était limitée à 60 km/h et que la voiture n'était pas à l'origine de l'accident. En fait, c'était comme si elle avait été poussée. En outre, le réservoir à essence était plein. Aucune anomalie, donc un spécialiste des incendies criminels est appelé. La police est à ce point persuadée que lorsque la voiture a pris feu, c'était l'œuvre d'une personne. Janine Matter, la spécialiste, examine la voiture ou plutôt ce qui en restait. La première chose qu'elle remarque, c'est que le siège conducteur avait été brûlé, mais qu'il n'y avait pas de fluide corporel. Étrange pour un cadavre. Alors, par fluide corporel, on entend l'ensemble des liquides présents dans le corps qui aident au transport des nutriments ou à expulser les déchets des cellules. Les fluides biologiques les plus communs sont le sang, la salive, le sperme, les fluides vaginaux, le mucus ou encore l'urine. Et là, il n'y avait rien, comme si la personne était déjà décédée depuis bien longtemps. En outre, certains éléments de la voiture sont intacts. Le démarreur, le carburant, la batterie, des débris sont récupérés dans la voiture afin d'être étudiés en laboratoire. Ils font une expérience en faisant chauffer les débris dans des conteneurs mis dans un solvant testé avec un chromatographe en phase gazeuse. La spectrométrie de masse, donc c'est une technique d'analyse qui permet la détermination des masses moléculaires des composés analysés ainsi que leur identification et leur quantification. En gros, ça sert à distinguer les molécules pour arriver à repérer les éléments à l'origine du feu ici. Donc cette spectrométrie a montré que le feu avait débuté avec un allume-feu liquide de type essence. C'était donc criminel, il n'y avait pas eu d'accident. Molly avait une sœur prénommée Melissa, et cette dernière va faire une rencontre étonnante. Un jour, alors qu'elle traînait chez Molly, elle entre dans la salle de bain pour trouver un coton-tige, pourquoi pas, elle se retourne et tombe nez à nez avec un homme par terre dans le placard de Molly, allongé, le visage tourné vers un coin, donc elle ne pouvait en distinguer les traits. J'ignore comment elle s'est sentie à ce moment-là, mais imaginez-vous une seule seconde à sa place, l'effroi qu'elle a dû ressentir par tous les pores de sa peau. Elle décide alors, et je trouve que c'est particulièrement courageux de sa part, de confronter sa sœur en lui demandant pourquoi un mec dormait dans son placard. Molly va tout nier en bloc, mais sa sœur réplique qu'elle était sûre de ce qu'elle avait vu et qu'elle ne la croyait pas une seule seconde. Ceci étant dit, vous vous souvenez que la police avait récupéré un os du corps retrouvé dans la voiture carbonisée afin d'en extraire l'ADN. J'avais dit que cela prendrait des mois, 6 au total, et bien voici le résultat tant attendu. L'ADN trouvé n'était pas celui de Clay. Donc le corps cramé dans la voiture avec les effets personnels de Clay était inconnu. Tout était une mise en scène. Qui était donc cette personne? La police décide alors de suivre Molly en filature. Un jour, un homme passe la prendre en voiture et l'amène à Taco Bell. Ça avait l'air d'être un date. Les enquêteurs qui ont une petite faim rentrent aussi dans le fast-food et aperçoivent l'homme. Et là, c'est le choc. L'homme ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Clay. Il se précipite vers lui pour lui demander de vérifier son identité et l'homme qui semblait être le jumeau de Clay réplique qu'il s'appelait Jake Gregg. Il a même une carte d'identité sur lui pour le prouver. Il l'emmène tout de même en garde à vue car ça faisait quand même trop gros pour passer et l'homme avoue qu'il s'appelait en fait Clay Daniels. Ils interrogent aussi Molly qui dit qu'elle n'avait aucune idée du fait que Clay avait mis en scène sa mort jusqu'à ce qu'il ne se pointe au domicile familial 1 mois après le pseudo-accident de voiture. Et à ce moment-là, Clay lui aurait tout avoué. Imaginez-vous la scène. « Coucou chérie, finalement je ne suis pas mort carbonisé dans une voiture, je suis bel et bien vivant. » Imaginez-vous le choc et la stupéfaction qui se sont ensuivis. En guise de justification, Clay lui aurait dit qu'il aurait voulu commencer une nouvelle vie au Mexique. En réalité, le plan de Clay et de Molly, car elle était aussi dans le coup, allait beaucoup plus loin.
Il comptait faire de la chirurgie esthétique et dentaire pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il reconnaît aussi qu'il était l'homme qui avait dormi dans son placard. Par contre, quand on leur demande qui était dans la voiture en feu, car le cadavre n'était visiblement pas celui de Clay, vu qu'il était toujours vivant, ils sont très vagues. Avait-il tué quelqu'un, un SDF, ou avait-il trouvé un sans-abri décédé? Clay ne dit rien, jusqu'à ce qu'il ne révèle tout à un codétenu. Vous savez que très souvent, les criminels se confient à des personnes en prison pour décharger leur conscience ou même se vanter. Attendez-vous à quelque chose de très glauque. Il dit qu'il avait été dans un cimetière et que là, il déterre une femme de 81 ans, Charlotte Davis, qui venait de mourir 6 mois avant l'accident, donc un cadavre plutôt frais. C'est horrible de dire ça. Molly, parallèlement, continue ses mensonges, alors il consulte son ordinateur. Et juste avant l'accident de voiture, l'ordinateur avait été victime d'un virus qui a enregistré chaque lettre et fenêtre, email, tout ce qu'elle avait fait avait laissé une empreinte. Dans ses recherches internet, il y avait les mots-clés tels que médecine légale de corps inidentifié, corps brûlé par de l'essence dans une voiture, des recherches bien joyeuses. Corps brûlé à 15 000 degrés Fahrenheit, donc toutes ces recherches prouvaient que Molly avait menti lors de son interrogatoire, non seulement ça, mais aussi qu'elle avait tout prémédité avec Clay. La police trouve aussi 2 bouteilles de liquide de démarrage au charbon de bois, et c'est exactement ce qu'on avait retrouvé dans la scène d'accident de voiture. Les 2 complices avaient planifié ceci pendant des semaines, guettant les annonces de décès, les nécrologies, pour trouver celle de cette vieille dame qu'ils vont affubler des effets personnels de Clay, pour qu'on croit que c'était lui qui était mort. Mais pourquoi avoir orchestré tout ceci ? Eh bien, pour gagner le jackpot. À la clé, la pseudo-mort de Clay leur aurait rapporté, à elle comme à Clay, la coquette somme de 110 000 $. Alors, ils avaient poussé, en ce 18 juin 2004, la Chevrolet, y avait mis feu, avec des rêves d'argent plein la tête. Clay avait vécu dans un placard hors de la vue des gens, plaignait actuellement Molly, car elle était désormais veuve, entre guillemets. Molly regardait beaucoup les séries policières, donc elle pensait que tout allait marcher comme sur des roulettes. Mais il y avait une erreur dans le fabuleux plan de Molly et Clay. Tout d'abord, au lieu de s'enfuir ailleurs avec leurs enfants, ils sont restés habités au même endroit au risque de se faire surprendre avec Clay à Taco Bell. Rappelez-vous, Clay se teint simplement les cheveux en noir et se fait passer pour le nouveau copain de Molly, Jake Gregg. En admettant que ça soit vrai, quel genre de veuve se remet immédiatement en ménage? C'était déjà louche pour l'entourage. Et puis l'ADN également. Un simple test a déterminé que l'ADN du corps retrouvé n'était pas celui de Clay. Apparemment, Molly n'avait pas regardé assez de true crime comme vous, ni de thriller. L'assurance porte plainte contre Molly et Clay et tout le monde est outré du fait qu'il ait déterré un corps afin d'accomplir leur sombre dessein. L'ancienne aide à domicile de Charlotte Davis, la pauvre femme déterrée, dit en avoir mal au cœur. Clay Daniels a fini par écoper de 30 ans de prison pour des délits tels que fraude à l'assurance, incendie criminel et profanation d'un cimetière. Molly Daniels a écopé quant à elle de 20 ans pour fraude à l'assurance et entrave à l'appréhension de son mari. Les membres de la famille de Molly ont pris la garde des 2 petits-enfants que le couple partageait. Alors, on peut être soulagé, entre guillemets, avec 1000 guillemets, sur le fait que, cette fois-ci, personne n'a été tué. Ici, la victime était vivante, Clay, et le cadavre dans la voiture était bel et bien mort auparavant. Mais cette histoire tragique en cache une autre, c'est-à-dire le vol de la cousine de Clay à 7 ans, en 96, bien que l'agression n'ait été révélée que des années plus tard. Clay a plaidé coupable d'agression sexuelle grave sur un enfant et en vertu d'un accord d'arbitrage différé, a dû purger 30 jours de prison. Imaginez-vous la différence entre les 30 ans de prison qu'il s'est pris pour la fraude à l'assurance et les 30 jours de prison qu'il a pris pour agression sexuelle sur mineur, à compter du 21 juin 2004, puis 10 ans de probation. Son nom apparaîtrait sur la liste des délinquants sexuels enregistrés. Molly a déclaré sur Dateline NBC qu'elle croyait que le système judiciaire avait perverti Clay et qu'un homme bon comme lui, entre guillemets, n'aurait jamais pu agresser un enfant. Elle voulait qu'il continue en tant que père au foyer, sans aucune limitation quant à l'endroit où il pourrait vivre. Et c'est pourquoi ils ont élaboré le plan de fraude à l'assurance, a-t-elle expliqué. Janine Matter, rappelez-vous l'enquêteur sur les incendies criminels, a cependant déclaré à Forensic Files qu'elle pensait que la motivation de Clay était une réticence à aller en prison et d'être inscrit sur la liste des délinquants sexuels enregistrés. Et vous, pensez-vous qu'il a fait toute cette stratégie, qu'il a monté tout ce plan avec sa femme pour éviter ceci? Dites-le moi en commentaire.
Mais alors, une question demeure. Pourquoi est-ce que Clay n'a-t-il pas écopé de 30 jours de prison pour un tiers de la peine de 30 ans de prison qu'il a finalement reçue était liée à une violation de la probation pour agression sexuelle aggravée sur sa cousine, mais n'a été prononcée qu'après l'affaire Clay et Molly. Alors en fouillant un petit peu en ligne, en tombant sur des articles, j'ai obtenu des informations sur les lois au Texas, sur les agressions sexuelles, et j'ai découvert qu'une agression sexuelle grave sur un enfant de moins de 14 ans, dans certaines circonstances, valait une peine minimale de 25 ans de prison. Et elle est automatiquement d'une peine de minimum 25 ans si l'enfant a moins de 6 ans. Or, la cousine de Clay, comme on l'avait mentionné, avait plus de 6 ans, vu qu'elle était âgée de 7 ans. La fiche d'information la plus récente de la US Sentencing Commission énumère les peines moyennes pour les auteurs d'abus sexuels entre 139 mois et 235 mois. Vous avez bien entendu. Alors on peut se demander si Clay Daniels avait fait quelque chose pour se racheter avec 3000 guillemets entre les années qui ont suivi l'agression sexuelle de sa cousine, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, donc sa condamnation initiale, donc le temps entre sa condamnation initiale à 16 ans jusqu'à ses 24 ans. Et Grave Danger mentionne que pendant l'éloge funèbre de Clay, enfin la fausse éloge funèbre, le propre meilleur ami de Clay s'était senti obligé de dire que Clay n'était pas un personnage blanc comme neige et qu'il était imparfait. Là, je pense que la seule explication véritable est le fait que, oui, c'est injuste, mais c'était une agression sexuelle d'un mineur sur une mineure. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont été un petit peu cléments avec lui, un peu trop même. C'est la seule et maigre explication qu'on peut trouver grâce à une étude de l'université de New Hampshire, commandée par le Bureau américain de la justice juvénile et de la prévention de la délinquance, qui suggère que l'âge d'un délinquant peut affecter favorablement la condamnation. Et ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors dites-moi en commentaire si vous trouvez ça juste. Moi, personnellement, je trouve qu'à 16 ans, on est quand même responsable de ses actes. On n'a pas non plus 3-4 ans, et pas tous les mineurs âgés de 16 ans font des agressions sexuelles sur mineurs. La recherche a révélé que les mineurs représentent plus d'un tiers, soit 35,6% des personnes connues de la justice pour avoir commis des infractions sexuelles contre des mineurs. Mais qu'une grande majorité, donc environ 85 à 95%, des jeunes auteurs d'infractions sexuelles n'ont pas d'arrestation en lien avec ça, ni de rapport futur en rapport avec ces agressions sur mineurs. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces personnes restent du bon côté de la loi. Selon les recherches de l'UNH, parmi les jeunes qui seront arrêtés à l'avenir, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être pour des crimes non sexuels, tels que des délits contre les biens. Mais le cas de Clay et de Molly, vous en conviendrez, a dépassé toute imagination. Aujourd'hui, il est détenu dans l'unité Wallace à Colorado City, au Texas. Et Molly a purgé sa peine désormais, donc c'était 12 ans de prison, et elle est sortie en 2016. Depuis, elle se fait toute petite et on n'entend pas parler d'elle. Elle fait donc profil bas. Si cette affaire t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à me le faire savoir en commentaire. Dis-moi ton avis, j'ai hâte de lire ton commentaire, je les lis tous. N'hésite pas aussi à partager, ça aide au référencement. Et si tu es arrivé jusque-là, écris Charlotte ou enfant en commentaire. Et dis-moi aussi si Molly et Clay méritaient cette sentence. En tout cas, après tout ça, leurs enfants n'auront plus leurs parents auprès d'eux. Mais je trouve juste que Molly et Clay aient payé pour ce qu'ils ont fait. Et surtout Clay, car non seulement il aura fait une arnaque honteuse, mais aura gâché la vie de sa petite cousine et il méritait d'être puni pour ça. Même si techniquement, la sentence qu'il a envoyée en prison était majoritairement due à l'arnaque. On peut se poser des questions quant à la justice qui privilégie plutôt les attaques faites aux biens et non pas, et à l'argent et non pas aux personnes. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est très important. And remember, you rock.